Le Premier ministre préside le comité ministériel chargé d'examiner notre système pédagogique et ce dernier décide d'ouvrir l'inscription aux étudiants concernés par la limite d'âge prévue par la réglementation. Nouakchott abrite l'atelier du programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, FACAO, en collaboration avec le programme Safari. Le rythme des préparatifs s'accélère à Chinguitti qui accueillera la 9e édition du Festival des villes anciennes. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par les activités du Premier ministre, M. Ismail Bouaddoul Chersidia, qui a reçu aujourd'hui en audience dans son bureau à la primature Mme Astana Abdelaziz, ambassadrice de la Malaisie accréditée en Mauritanie. Au cours de l'entrevue, il a été question des relations de coopération existantes entre les deux pays et des moyens de les développer. L'audience s'est déroulée en présence de M. Sidioul Moulay Zain, directeur du cabinet du Premier ministre. Autre audience du Premier ministre, M. Ismail Bouaddoul Chersidia, qui a reçu également aujourd'hui dans son bureau à la primature son Excellence M. Simon Boyden, ambassadeur du Royaume-Uni accrédité en Mauritanie. Au cours de l'entrevue, il a été question des relations de coopération existantes entre les deux pays et des voies et moyens de les développer. L'audience s'est déroulée en présence de M. Sidioul Moulay Zain, directeur du cabinet du Premier ministre. Une bonne nouvelle dans ce journal pour les bacheliers ayant atteint l'âge de 25 ans. Le comité ministériel chargé d'examiner notre système pédagogique a décidé d'ouvrir l'inscription aux étudiants concernés par la limite d'âge prévue par la réglementation. C'était au cours d'une réunion de ce comité ministériel présidé par le Premier ministre, M. Ismail Bouaddoul Chersidia, aujourd'hui dans la salle de réunion de la primature. Réunion destinée à prendre les mesures nécessaires pour le lancement de la réforme du secteur de l'éducation à ses différents niveaux et qui représente une priorité de premier ordre pour le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Dans le cadre de sa mission qui englobe entre autres l'examen de questions portant sur les conditions d'accès à l'enseignement, la carte scolaire, le cadre pédagogique et administratif et les infrastructures. Ce comité a été chargé d'accélérer le processus de mesures nécessaires pour garantir l'ouverture de l'année scolaire en cours dans de bonnes conditions. Aussi, le comité a aujourd'hui abordé la question du handicap lié à l'âge qui empêche, conformément au texte en vigueur, l'inscription dans certains établissements d'enseignement supérieur. Toutefois, ce problème ne peut trouver une solution définitive que dans le cadre de la réforme globale sur laquelle planche le gouvernement depuis sa mise en place et qui s'attelle à exécuter dans les plus brefs délais. Direction à présent la capitale de l'Assaba, Kifa, où le ministre de l'Enseignement fondamental et de la Réforme de l'Éducation, M. Adama Bokar Soko, a effectué une visite au niveau de certains services relevant de son département. Compte rendu de Bokar Baylaba. Barkewal en Assaba, ici comme dans toutes les Moukata du pays, la mise en œuvre d'une école républicaine est au centre des préoccupations des pouvoirs publics. D'ailleurs, c'est tout le sens donné à cette réunion, au cours de laquelle le ministre de l'Enseignement fondamental et de la Réforme de l'Éducation nationale, Adama Bokar Soko, a déclaré que tous sont conscients du grand intérêt que le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, accorde à l'éducation dans son programme électoral que concrétise la déclaration de politique générale qui esquisse le plan d'action du gouvernement visant, entre autres, à jeter les jalons d'une école apte à assurer un avenir radieux aux enfants de la nation.
Il a affirmé que la réalisation de son noble objectif exige de nous tous le dépassement des considérations étroites qui ne servent en rien l'intérêt des enfants. Adama Bokar Soko a appelé tous les acteurs à s'unir pour soutenir le processus de correction de la cartographie scolaire à travers le regroupement des écoles, gage de qualité de l'enseignement et de l'homogénéité entre les enfants. De son côté, le maire de la commune de Barkewal a loué cette visite ministérielle, rappelant les efforts déployés par les pouvoirs publics pour répondre aux besoins des établissements scolaires. D'autres intervenants se sont relayés pour évoquer les insuffisances en termes logistiques constatées au niveau de certaines écoles. En réponse, le ministre de l'Enseignement fondamental et de la Réforme de l'Éducation nationale a indiqué que les regroupements scolaires seront une priorité pour l'ensemble des services fournis par l'État pour que les écoles soient exemplaires à même de prodiguer un enseignement modèle. Cap sur la ville de Kifa, où le ministre de l'Enseignement fondamental et de la Réforme de l'Éducation nationale s'est rendu à l'école sonadaire de la ville, où il a été édifié sur le déroulement des cours et les conditions de travail du staff en charge de l'encadrement des élèves. Autre étape à Kifa, l'Institut pédagogique national, une structure dont la vocation consiste, entre autres, à rendre disponibles les livres sur l'ensemble de la wilaya pour tous les cycles de l'enseignement. Les kiosques sont aussi mis à contribution. Le ministre s'est également rendu dans certains établissements de Barkewal pour s'enquérir du déroulement des cours. Il s'est rendu aussi à la direction régionale de l'éducation nationale et sur place, il a été édifié sur le fonctionnement de cette structure. Et au terme de cette série de visites, le ministre de l'Enseignement fondamental et de la Réforme de l'Éducation nationale, Adama Bokar Soko, a fait part de sa certitude du dévouement de tous au service de la nation, de sa perception de l'étendue des responsabilités religieuses et morales envers les enfants, qui représentent, selon lui, un devoir, ajoutant qu'il est sûr que chacun mettra l'intérêt des générations futures avant toute autre considération. Lancement ici à Nouakchott du programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, PACAO, en collaboration avec le programme Safari, qui vise essentiellement la création d'emplois, la réinsertion socio-professionnelle des couches les plus vulnérables. Malika Nagli. C'est afin d'accompagner la relève économique de la Mauritanie en s'attelant à l'insertion socio-professionnelle, les mobilités humaines, les opportunités économiques, la lutte contre les aléas climatiques par le renforcement des communautés agro-pastorales et la sécurité alimentaire qu'a été lancé ce programme d'une durée de 4 ans. Ce programme, qui vise les franges les plus sensibles de la population, cible 9 wilayas du pays. Des projets très importants qui vont créer beaucoup d'opportunités d'emploi, notamment pour les jeunes et pour toutes les catégories confondues, ceux qui ont des diplômes et ceux qui n'en ont pas. Ces deux projets interviennent dans 9 régions. Ces projets interviennent dans les domaines de la tannerie, par exemple, de la gomme arabique, des poulaillers, et ils constituent un départ pour le plan du gouvernement pour appliquer la politique du gouvernement en matière d'insertion des jeunes. Nous avons un volet de formation professionnelle, de sélection des jeunes, de formation professionnelle surtout dans le domaine agro-pastoral et de création d'entreprises. C'est une originalité d'avoir une bonne coordination entre l'ensemble des ONG et avoir des synergies entre les efforts, et surtout dans des domaines ruraux, agricoles, pastoraux, qui sont des domaines où il y a des potentiels d'emploi importants. PACAO, c'est le programme d'appui à la compétitivité en Afrique de l'Ouest, qui a pour objectif d'accompagner l'économie mauritanienne à travers effectivement le renforcement des capacités des acteurs, l'amélioration du tissu industriel et aussi l'accès aux services financiers pour les opérateurs économiques. Et ça va nous permettre de créer à peu près 2500 micro-entreprises. C'est dans le cadre de la stratégie nationale d'emploi que s'inscrit ce programme. Le gouvernement a souhaité, donc, dans le cadre de la stratégie nationale d'emploi, regrouper toutes les initiatives et tous les projets emploi, donc au sein d'une seule et même unité. Parce que le plus important au niveau pour le gouvernement, c'est l'efficacité et les résultats pour les populations. Cette unité de coordination va démarrer ses activités à la fin de ce mois, de novembre. C'est un projet de 14 millions d'euros. Comme vous le savez, nous avons une cible, c'est que pour annuellement, nous devons toucher au moins
20 000 bénéficiaires en termes donc, de création d'emplois. Ça nous rassure. Ça veut dire qu'à ce rythme-là, avec les autres projets que nous sommes en train de préparer, nous serons en mesure donc, de respecter nos engagements. La conjugaison des efforts des partenaires au développement est à l'honneur avec le lancement de ce programme. Ces deux programmes visent essentiellement la création d'emplois et l'insertion socio-professionnelle pour les catégories les plus vulnérables de la population. Ces deux programmes essayent d'y apporter des réponses intégrées, complémentaires et de proximité aux populations. En effet, ces programmes visent à travailler de façon très rapprochée auprès des populations à travers une société civile qui travaille en étroite coordination avec le gouvernement mauritanien. L'innovation est aux premières loges de ce programme. L'innovation du programme SAFI réside dans la combinaison d'un ensemble d'offres de services habituellement séparées, comme l'insertion socio-professionnelle, les mobilités humaines et les opportunités économiques qu'elles génèrent. La question de la lutte contre les aléas climatiques par le renforcement des communautés agro-silvo-pastorales et les questions liées à la sécurité alimentaire. Le programme est d'autant plus innovateur qu'il offre un paquet de services habituellement séparés. C'est en présence du Wali de Nouakchott Sud, M. Mohamed El-Hassan ou Mohamed El-Saad, que la commune d'Arafat a inauguré la nouvelle unité de consultation externe au centre de santé Ibn Sina dans cette Muqata'a. Cette nouvelle infrastructure est bien appréciée par les visiteurs du centre. Retour à Bokar là-bas. Le centre de santé Ibn Sina à Arafat, dans la wilaya de Nouakchott Sud, dispose désormais d'une nouvelle unité de consultation externe réalisée par la commune d'Arafat. Ce nouveau dispositif médical vient renforcer la structure sanitaire. En d'autres termes, la nouvelle unité de consultation externe permettra aux citoyens de bénéficier de soins de qualité. Ainsi, le médecin-chef du centre de santé Ibn Sina, Dr Cheikh Oldebe, la nouvelle unité de consultation externe est constituée de services de médecine générale, d'accouchement, de vaccination, d'un laboratoire et d'une pharmacie. Pour le maire de la commune d'Arafat, cette réalisation fait partie du plan de la stratégie de la commune qui consiste à rapprocher les citoyens aux services de base, rappelant la réalisation d'autres unités similaires l'année passée. Il a en outre indiqué que la santé constitue l'une des priorités de la commune après l'éducation. La réalisation de cette nouvelle unité de consultation externe a mobilisé environ 1 million de guillas. Vous le savez, la ville de Chinguitti accueillera la 9e édition du Festival des villes anciennes qui coïncide chaque année avec la célébration de la fête de l'Eid al-Mouloud. La ville historique de Chinguitti se prépare pour cet événement. Notre envoyé spécial Abdoulaye Davava nous fait un état des lieux. La ville historique de Chinguitti s'apprête à abriter cette 9e édition du Festival des villes anciennes sur les lieux. Les dernières retouches sont en train d'être faites afin que cet événement se passe dans de très bonnes conditions. Des engins ont été mobilisés pour mettre à niveau la surface aux alentours de la tribune officielle, lieu qui va abriter la plupart des manifestations de ce rendez-vous culturel. En plus, des projets de développement ont été mis en œuvre en prélude à cette activité. Il a été noté dans le cadre du désenclavement de la Muqata'a, la réhabilitation de la piste Chinguitti-Atar qui a été réhabilitée. Et sur le plan agricole, c'est une occasion pour moi de parler du projet pilote qui a été mis en place. Un projet pilote d'Oasis d'une dimension de 13 hectares au bénéfice des populations, annexé d'un second projet qui a une dimension de 30 hectares qui est en cours d'aménagement. Bon, en ce qui concerne la réhabilitation des structures de l'État, on note la réhabilitation de la résidence, le bureau du Hakem, ainsi que la réhabilitation du lycée, de la maison des jeunes, la tribune et la scène devant abriter les festivités de la semaine culturelle. Dans le cadre de la préparation de cette 9e édition du Festival des villes anciennes, il a été ouvert en une période bien précise pour la réception des demandes.
Et au résultat, l'administration a enregistré 670 demandes qui ont été soumises au tirage au sort. Et ces 670 maisons, en intégralité, ont fait l'objet d'un tirage au sort. Et parmi ces 670, la commission en a retenu 150 qui ont fait l'objet de ce qu'on appelle un état des lieux d'un comité mixte pour voir les 150 maisons tirées au sort si elles répondent aux critères ou pas. À Chinguetti, les mouvements sont incessants. Les autres qui doivent prendre part à cet événement ont déjà commencé à rallier cette ville. Chinguetti, qui recevra des milliers de personnes à cette occasion, doit avoir les moyens de faire face à toute éventualité. La santé reste donc la priorité dans ce domaine. Retour à notre envoyé spécial, Abdullah Damaba. Cette structure sanitaire qui a été mise en place en 1979 a remplacé l'ancien bâtiment qui faisait office d'infrastructure sanitaire qui date de 1929. Le centre de santé de Chinguetti enregistre en moyenne 15 consultations par jour, mais durant la période de la Guerna, le nombre peut aller jusqu'à 40. Mais ce centre de santé est confronté à des problèmes d'infrastructure qui plombent son envol afin de permettre à cette structure de remplir pleinement sa mission. On a des 103 diabétiques au niveau de Chinguetti, 99 diabétiques de type D et 4 cas de diabète type 1. L'HTA, l'hypertension artérielle, c'est 99, 3 cas un seul cas dans la commune de l'Ain Savra et 2 cas dans la commune de Chinguetti, localité de Timagazin. Parce que le dépistage se fait dans toute la Muqata'a de Chinguetti pour voir les gens qui ont un problème de maladie chronique. Maintenant, on a 7 épilepsies et 11 cas de l'iguatre, 9 cas de l'hypothyroïdie, 2 cas de l'hyperthyroïdie et 4 cas de l'hépatite B. Pour les problèmes des centres de santé de Chinguetti, on a de 4 problèmes. C'est le problème de laboratoire, et c'est le problème de radio, et le problème de clôture. Le centre n'est pas clôturé depuis 2015. Et le problème de maternité, parce que le local de maternité, on a besoin d'extension pour la maternité. Cet établissement comprend un médecin-chef, un infirmier d'État, une sage-femme, 2 accoucheuses, 2 infirmiers médico-sociaux et 2 garçons de salle. Il compte un service d'urgence, une maternité, un service de suivi d'information sanitaire, un service d'ophtalmologie, entre autres. La Muqata'a de Chinguetti dispose aussi d'une autre structure de santé. Cet hôpital, dénommé de la Fraternité, a vu le jour en 2004. Il a été mis sur les fonds baptismaux grâce à la Fondation des villes anciennes, la Fondation Chinguetti, une fondation espagnole et une ONG américaine dénommée Home International. Cette infrastructure relevant de la municipalité de Chinguetti prodigue des soins dentaires, prénatals et postnatals, entre autres. 6 infirmiers d'État ont été affectés au niveau de cet établissement hospitalier, en plus des 15 employés qui ont été engagés par la municipalité. Il comprend aussi des médecins étrangers qui séjournent momentanément au sein de cet hôpital actuellement. Il compte 4 médecins étrangers résidant à Chinguetti et comprend aussi une unité de formation qui a eu de par le passé à former 50 infirmiers durant chaque séminaire grâce à la télémédecine et par vidéoconférence. 2 fois par semaine, la clinique mobile parcourt les localités environnantes pour prodiguer des soins aux indigènes qui disposent de cette carte sanitaire. Environ plus de 200 personnes bénéficient de ce service qui est offert à ces indigènes gratuitement. Plusieurs citoyens qui résident hors de cette commune fréquentent cet établissement hospitalier. C'est le cas de cette dame qui, dit-elle, elle vient de Zouerat, elle apprécie les soins qui sont prodigués et a exprimé sa satisfaction par rapport à la qualité des traitements. Cet autre citoyen résidant à Ouadan abonde aussi dans le même sens que la précédente interlocutrice. Restons au nord du pays, dans la wilaya du Tagan, connue pour la beauté de son architecture. La pierre taillée reste une pièce centrale dans cette architecture. Elle est devenue une réelle industrie qui génère de l'emploi.
Abdelrahman Hamadan. Avec des marteaux et des outils traditionnels simples, les artisans du groupe d'intérêt économique de Tijugja extraient des pierres de leur carrière près de la ville. Une fois les extracteurs terminent leur travail, les pierres seront taillées par une autre équipe de tailleurs spécialisés qui les rendent prêts à l'usage et sous sa forme finale. Une troisième équipe du GIE Tijugja assure la commercialisation de cette matière locale utilisée dans plusieurs domaines, notamment le domaine architectural comme la décoration des façades ou les pavages de routes, entre autres. Selon les membres du GIE Tijugja, ce groupement a été créé en 2008 et s'est fixé comme objectif d'améliorer l'utilisation de cette matière locale à grande quantité sur le territoire national et absorber le chômage, surtout dans les milliers de jeunes. Il est à noter que ce genre de projet générateur de revenus et pourvoyeur d'emplois contribue efficacement à la lutte contre la pauvreté et présente la pierre taillée locale comme produit alternatif aux matériaux importés. Au cours d'une conférence de presse tenue aujourd'hui à Nouakchott, le syndicat des journalistes mauritaniens a déclaré avoir apprécié la réaction du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, à la plateforme revendicative présentée par le syndicat au cours de l'audience qui lui a accordée. Le président du SMJ, M. Mohamed Salem Ouleda, a mis en relief l'attention particulière que le chef de l'État a accordée au bureau exécutif lors de l'audience, soulignant l'atmosphère cordiale qui a prévalu au cours de cette rencontre. M. Mohamed Salem Ouleda a rappelé que le syndicat a présenté au cours de cette audience une plateforme comportant les revendications les plus urgentes des journalistes, dont la mise en place d'un conseil supérieur de la presse et la mise en œuvre des recommandations issues des journées de concertation de 2016 qui ont fait l'unanimité des journalistes, en plus de l'attribution de la carte de presse uniformisée conformément à la loi. Il a été également question de la nécessité de réviser des rémunérations des journalistes du secteur public, de payer les augmentations de 50% et de 10% et de les porter sur le salaire. À présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Premier ministre préside le comité ministériel chargé d'examiner notre système pédagogique et ce dernier décide d'ouvrir l'inscription aux étudiants concernés par la limite d'âge prévue par la réglementation. Nouakchott abrite l'atelier du programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, PACAO, en collaboration avec le programme Safari. Le rythme des préparatifs s'accélère à Chinguitti qui accueillera la 9e édition du Festival des villes anciennes. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve toujours demain à la même heure, Inch'Allah.